Ok, ben merci. Donc, vu que le thème cette année c'est la croissance de NaCl, ben, je vais vous parler de cristaux qui se forment dans l'eau, dans la mer, et en particulier donc c'est marqué ici les cristaux du vivant et la mer, donc la croissance des coquilles. Et en particulier, je vais essayer d'expliquer comment une huître fabrique sa coquille. Alors, en fait, je vais prendre plusieurs exemples. Donc, effectivement, il y a l'huître. Donc l'huître creuse, Crassosoma gigas, il y a l'huître plate, mais il y a aussi l'huître perlière qui s'appelle Pintada margaritifera, donc c'est l'huître qui permet dans le Pacifique de faire des perles noires. Et puis deux autres, la mélibranche qui s'appelle Atrina et en particulier Pinanoblis, qui est la grande nacre, qui est une espèce protégée et qui se développe par exemple au large de Port-Cros. Donc en fait, toutes ces organismes fabriquent une coquille un peu particulière. Donc on voit les photos à droite ici. Donc on appelle la couche prismatique. On verra. Donc de façon plus générale, donc des minéraux sont fabriqués par des organismes vivants. Donc on parle de biominéraux et on parle de biominéralogie. Donc l'intérêt ici, c'est on verra tout à l'heure que les modèles de croissance cristalline sont assez bien connus. Par contre, on ne sait pas bien comment un organisme vivant modifie ce qu'on sait sur la croissance cristalline. Et donc, la biominéralogie, il y en a deux types. Donc, il y a une biominéralogie qu'on appelle biocontrôlée. Donc, ça veut dire que l'organisme vivant fabrique une coquille bien particulière. Donc, on voit dessous un escargot, une arapède, une patelle, et puis un cône textile. Et donc, on voit systématiquement que on reconnaît assez facilement la forme de la coquille. Et donc, cette morphologie est liée clairement à l'espèce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la biominéralogie biocontrôlée. Et puis, ça, ce qu'on appelle bioassisté, c'est par exemple c'est essentiellement des bactéries qui changent le milieu autour d'elles et qui vont permettre la précipitation de minéraux. Donc, moi, je vais parler de biominéralogie biocontrôlée. Et donc, ce contrôle, il y a un fort contrôle biologique, génétique, cellulaire, et qui permet effectivement c'est assez facile de reconnaître une coquille par exemple, de Vestéropode. Alors, je vous l'ai dit, comment se forment les cristaux? C'est relativement bien connu depuis les années 50. Donc, c'est essentiellement, donc on le voit en particulier de 1934 à 49. Donc, c'est essentiellement l'équipe de Kaïchev. Donc, ce sont des Bulgares qui ont développé les concepts de la croissance cristalline. Il en existe trois types. Donc, une croissance cristalline en solution. Donc, on verra que on part d'une solution, alors soit aqueuse, soit avec un autre solvant. Une croissance en bain fondu. Donc, typiquement, c'est ce qui est ici. Donc, ce que vous voyez là, c'est un barreau de silicium. Donc, toute la technologie actuelle basée sur le silicium. Et il faut faire des cristaux, des monocristaux de silicium. Et ces monocristaux sont fabriqués à partir le silicium est mis en fusion. Et donc, on parle de bain fondu. Et puis, dernier mode de croissance, c'est ce qu'on appelle en phase vapeur. Donc là, on va passer d'un gaz à un cristal de façon relativement directe. Alors, la croissance en solution, comment arriver à cristalliser? Donc ici, on a une courbe, un graphe. Donc ici, vous avez la concentration. Ici, on a la température. Et cette courbe, c'est ce qu'on appelle la courbe de solubilité. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en solution une quantité donnée de sel, par exemple. Et si on dépasse cette concentration, ben, le sel ne se dissout plus. Et donc, ici, cette solubilité, donc c'est une quantité de matière qu'on met dans une solution, augmente classiquement avec la température. Alors, on verra que tous les matériaux n'ont pas cette propriété-là. Donc, en particulier, tout à l'heure, on parlera de la calcite qui a une solubilité inverse. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire la croissance? Donc, ici, on part de là, donc je suis à basse température, et je vais évaporer. D'accord? Et donc, si j'évapore, ben, je vais rentrer dans ce domaine-là, qui est un domaine qu'on appelle la nucléation ou germination. On va faire des bébés cristaux. Et donc, pour qu'il y ait croissance, il faut d'abord qu'il y ait des petits cristaux. S'il n'y a pas de petits cristaux, eh bien, on va rester dans cette zone métastable où rien ne va se passer. Donc ici, si je veux faire croître des cristaux, donc c'est le cas du sel, du palétuvier ici, d'accord? Donc ici, c'est la croissance de sel dans des marais salants.
Donc c'est juste de l'évaporation. Donc on fait rentrer de l'eau de mer, on évapore, et petit à petit, on rentre dans cette zone-là, on nuclée, et on fait des petits cristaux de sel. Autre façon de faire, on monte en température, on augmente la température, on sature la solution, et ensuite on refroidit. Donc la solution va se refroidir, et naturellement, on va pénétrer dans cette zone. Donc on va faire des petits cristaux, et ces cristaux vont pousser, donc c'est le cas ici avec du sulfate de cuivre. Et donc le deuxième cas, c'est dans le cas où je veux faire un monocristal, donc un seul cristal, donc je vais prendre un germe, et puis je vais rentrer doucement dans la zone de métastase. Donc si je rentre dans la zone de nucléation, je vais refaire le buisson qui est là. Par contre, si je veux faire un monocristal, il faut impérativement que je reste dans cette zone-là, métastable. Donc c'est relativement simple de faire une collection de cristaux. Par contre, arriver à faire un monocristal, c'est pas trivial, et il faut essayer, et il faut, bien connaître cette courbe de solubilité pour arriver à faire un monocristal. Alors, les biominéraux, donc c'est peu visible ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ une soixantaine de minéraux fabriqués par des organismes vivants. Donc souvent, c'est pour se protéger, c'est pour s'orienter dans le champ magnétique ou par rapport à la gravité. Mais il y a une soixantaine d'espèces minérales fabriquées. Depuis quand est-ce que les organismes vivants fabriquent des minéraux? Les gens discutent. Donc à minima, on voit ici, c'est 560 millions d'années. Mais dans d'autres papiers, les gens parlent de 700 millions d'années, voire 800 millions d'années. Donc ça fait un bail. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait un bail que les organismes vivants fabriquent des coquilles. Alors, si on revient à la structure de la coquille des bivalves des lamellibranches, donc l'huître est un lamellibranche. Donc en fait, ici, vous avez une couche externe, qui est souvent une couche cornée, qu'on appelle le périostracum. Ensuite, vous avez la couche qui nous intéresse, qu'on appelle l'ostracum, et c'est la couche prismatique. Et ensuite, vous avez une couche qui est à l'intérieur de la coquille, qu'on appelle l'hypostracum, et c'est la nacre. Donc quand on regarde une coquille, par exemple l'huître, ce qu'on voit ici, c'est la nacre. Et ici, ce qu'on a ici, c'est le manteau. Donc le manteau est ici. Et on verra que c'est la bordure externe du manteau qui est mobile et qui va essayer de fabriquer la coquille. Donc si je regarde un peu plus précisément cette couche particulière, donc on l'appelle prismatique parce que quand on la regarde avec un microscope optique, on voit effectivement qu'on a des petits prismes ici, vus de haut, vus de dessus. Donc cette couche prismatique, c'est la couche qui est là, violette. Ici, en orange, c'est le périostracum, c'est la couche cornée. Donc cette couche prismatique, elle est souvent constituée de calcite, donc c'est ACO3, alors que la couche de nacre ici est plutôt constituée d'un autre minéral qui s'appelle l'aragonite, qui a la même composition chimique. On le voit ici, c'est ACO3, mais pas la même structure atomique. Donc, moi, je vais m'intéresser uniquement à cette couche prismatique qui est là. Alors, cette couche a des épaisseurs extrêmement variables. Donc ici, c'est une variété qui s'appelle la trina, donc vue avec un microscope électronique à balayage. Donc on voit très bien ces prismes, ici vertical. Ici, c'est la grande nacre, Pinna nobilis. Donc ce sont des organismes qui font là sur 50, 60, 70 cm de long. Donc vous voyez que la couche prismatique ici fait quelques millimètres, alors que là, elle fait quelques microns. Donc, une couche prismatique d'épaisseur variable. Si on regarde un peu mieux cette couche prismatique avec un microscope électronique, donc on voit bien ces prismes-là, qui sont constitués, on le verra tout à l'heure, de calcite. Et puis, entre les prismes, ici, on a un matériau qui est organique, donc qui scelle ces prismes. On peut essayer de dissoudre sélectivement ces prismes. C'est de la calcite, donc il suffit de faire une petite attaque avec de l'acide chlorhydrique ou de l'acide acétique. Et donc on révèle, on dissout la partie interne, et donc on révèle cette matière organique qui est entre les prismes. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire que si on attaque la couche prismatique avec de H2O2, on va dissoudre la matière organique, et donc on va libérer les prismes, donc on retrouve ici. Donc on peut individualiser, on peut obtenir les prismes individuels, ou alors récupérer la matière organique selon l'attaque acide que l'on fait. Alors, quels sont les modèles actuels pour expliquer la croissance cristalline de cette couche prismatique? Les gens, assez simplement, disent que, on le voit ici, donc c'est le manteau
qui va compartimenter ici, donc le manteau fait rentrer de l'eau de mer, la sursature, d'accord, et donc on cristallise. Donc, pour expliquer la formation de nacre et la formation de calcite, et en fait, les gens pensent que le manteau compartimente deux espaces, l'un qui va permettre la cristallisation de la nacre et un qui va permettre la cristallisation de la couche prismatique. En fait, ça, pardon, je suis allé trop vite. Donc en fait, ça c'est pas très logique dans la mesure où ce qu'il faut savoir, c'est que les océans, donc l'eau de mer, est sursaturée vis-à-vis de la calcite ou de l'aragonite. En clair, ça veut dire que si je mets un germe de calcite dans l'eau de mer, ce germe va pousser. D'accord? Donc, tout le monde pense que l'organisme lutte pour arriver à fabriquer sa coquille, alors que c'est l'inverse. Il lutte pour ne pas trop cristalliser. Alors la preuve ici, vous avez donc la concentration en carbonate de calcium, et ici vous avez la profondeur. Donc ça, c'est dans les océans actuels. Et ici, vous avez la courbe de solubilité de la calcite, et on voit qu'à un moment donné, la calcite devient soluble. Ça veut dire que la calcite, en fait, se dissout à partir d'une profondeur de 4000 à 3800 mètres de profondeur. Ce qui explique que le fond des océans ne contient jamais de carbonate de calcium, ils contiennent d'autres choses, mais pas du carbonate de calcium parce que c'est le calcite. Donc ici, c'est un organisme vivant qui fabrique de la calcite. À sa mort, l'organisme vivant va tomber. Et donc quand il passe sous cette limite qu'on appelle la limite de compensation des carbonates, eh bien, cet organisme se dissout. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la mer est sursaturée vis-à-vis de la calcite et de l'aragonite. Si on regarde maintenant cette couche prismatique de façon un peu plus précise, donc les gens considèrent que voilà des modèles. En fait, on a quelque chose qui est parfaitement hexagonal. Donc ce qui sous-tend ça, c'est ici vous avez un cristal de calcite, donc c'est un petit rhomboèdre. Et effectivement, si je coupe un rhomboèdre perpendiculairement à un axe de rotation qui est l'axe de Rotre, j'ai un hexagone. Donc les gens considèrent que voilà, j'ai une couche qui est parfaitement prismatique, hexagonale, avec des petits cristaux comme ça, délimitée par des faces cristallographiques. En fait, quand on regarde une couche prismatique, donc ça c'est l'huître creuse, donc elle est extrêmement fine, on peut la regarder en transmission avec un microscope optique. Eh bien, on voit des prismes qui ne sont pas tous hexagonaux. Donc ici, pareil, c'est sur notre espèce, donc vu avec un microscope électronique à balayage. Et si on compte le nombre de côtés, effectivement, on voit des hexagones qui contiennent 6 côtés, mais il y a des prismes qui contiennent 5 côtés, qui contiennent 7 côtés, 4 côtés, etc., 3, voire 9. Donc ici, vous avez une statistique. Donc c'est le nombre de côtés et la statistique. Bon, on n'est pas tout à fait à 6, mais vous voyez qu'on arrive jusqu'à 9, 10. Donc en fait, ces prismes-là ne sont pas hexagonaux. Donc le modèle de dire je coupe un hexagone un rhomboèdre de calcite, c'est pas tout à fait vrai. Et donc c'est un pavage qui est pseudo-hexagonal et qui n'est pas sous contrôle cristallographique. Donc si on regarde cette couche prismatique avec un microscope toujours, un microscope photonique, mais avec 2 polariseurs, on a ici des teintes qu'on appelle les teintes de polarisation. Donc on voit que ces teintes sont homogènes, donc on peut déjà dire que chaque prisme est un monocristal. C'est un seul cristal de calcite. On peut aussi le voir avec une autre technique qu'on appelle EBSD, donc c'est dans un MEB, un microscope électronique à balayage. On peut faire de la diffraction et ici par exemple on voit que un prisme a une couleur qui est homogène, donc ça veut dire que là encore c'est un monocristal. Alors de quoi sont constitués ces prismes? Si on fait de la diffraction des rayons X, c'est de la calcite. Et si on regarde de façon un peu plus précise en MEB, on voit que ce sont des petits grains, plus ou moins ovoïdes ou circulaires, qui font à peu près 50 nanomètres de taille. On fait la même chose vu avec un microscope électronique à transmission. Donc ces prismes sont constitués de granules d'environ 50 nanomètres de taille. Si on regarde ces prismes donc sur des cassures, avec un autre microscope qu'on appelle un microscope à force atomique, donc en fait c'est une pointe qui décrit une surface, et bien là encore on voit des petits grains qui font toujours cette taille de 50 nanomètres. Si on regarde ces grains avec un microscope électronique à transmission à haute résolution, on voit donc ces formes circulaires et on voit surtout que le bord de ces prismes est amorphe alors que l'intérieur est cristallisé. Donc on a au début des granules qui sont amorphes
donc pas cristallins, qui sont déformables et qui font toujours cette taille de 50 nanomètres. On le devine ici, on voit que ces granules sont entourés par une membrane qui est organique. Et donc, ces granules sont amorphes, mous, ils contiennent un gel qui ensuite va cristalliser. Bon, il contient une nanoporosité, mais ça c'est pas super important. Autre chose qu'on voyait tout à l'heure, je n'ai pas insisté, donc ces prismes-là, on voit systématiquement des figures courbes, concentriques, ici. Donc on le voit ici, on le voit ici, avec un point singulier au milieu. Donc si on relie ces points singuliers, ces points au milieu, donc ici on a ce qu'on appelle une triangulation de Delaunay. Maintenant, si on superpose les interfaces entre les prismes, on obtient cette figure-là. Et donc lorsque les traits rouges sont perpendiculaires aux interfaces et que cette interface est bisectrice du segment ici, alors c'est pas trop le cas dans le cas que je présente ici, on a ce qu'on appelle un réseau de Voronoi. Donc, on peut dire que cette couche prismatique est constituée de cellules de Voronoi. Alors, ces cellules de Voronoi, on peut faire la même observation sur une autre espèce, on voit la même chose. Donc, comment ça fonctionne? En fait, ces cellules de Voronoi, on a des points qui vont se placer à un endroit, et ensuite, vous avez de la croissance concentrique. Et quand ces cercles se touchent, bien, vous mettez en place cette interface-là. Donc ça sert par exemple pour placer des émetteurs pour les téléphones portables, pour éviter qu'il y ait trop de recouvrement, et à l'inverse, qu'il y ait des zones mortes à l'intérieur desquelles vous n'avez pas de couverture téléphonique. Donc ça veut dire que donc si j'ai un réseau de Voronoi, ça veut dire que je commence à avoir des points, et puis ensuite j'ai une cristallisation qui est circulaire, et quand ces cercles-là se touchent, on met en place cette limite ici. Alors, c'est pas tout à fait, je vous ai dit tout à l'heure que ça devait être perpendiculaire et l'interface est une médiatrice, c'est pas tout à fait le cas, donc on a quelque chose qui est un pseudo-Voronoi. Ça veut dire que la nucléation n'est pas simultanée pour tous les prismes. Donc ici, vous avez, alors, normalement c'est un film, mais bon, c'est pas grave. Donc un collègue du laboratoire, Georges Sidja, a simulé ça. Donc sur une surface, il a mis des points, ces points grossissent, et puis à un moment donné, quand ils se touchent, ils mettent en place les interfaces qu'on voit là, et à la fin, on a une couche prismatique. Donc juste à partir d'un réseau de Voronoi. Donc on a essayé de voir si sur des coquilles, on arrivait à trouver la figure qu'on a vue précédemment. On a essayé de regarder sur des coquilles d'huîtres, donc la partie externe, et donc on a essayé de prélever au bord. Alors ça a été un peu compliqué parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les ostréiculteurs cassent cette particule, cette zone-là, puisqu'en fait c'est coupant. Donc ils passent, une fois qu'ils ont récupéré les huîtres, ils les passent dans un cylindre, et donc ils le font tourner pour émousser, pour casser cette particule, cette partie-là de la coquille. Quoi qu'il en soit, donc on a récupéré des coquilles de l'étang de Thau, qui n'avaient pas été manipulées par l'ostréiculteur, et effectivement, on voit donc ce qui est rose ici, c'est le périostracum. Et ce qu'on voit, on voit ces petits disques. Et quand on rentre à l'intérieur de la coquille, on voit que ces disques grossissent et qu'à la fin, on a quelque chose de prismatique. Donc on fait la même observation avec un microscope électronique à balayage. Et puis, on peut zoomer sur des disques et on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on retrouve les petits grains de tout à l'heure. Donc les disques sont constitués de la même chose que les prismes une fois qu'ils sont formés. Et puis on voit autre chose aussi. On voit ici un petit bourrelet, et ce bourrelet est organique. Donc les disques, comme les prismes, sont constitués de granules. Donc ici toujours le périostracum, les disques qui sont en train de grossir. Donc on a découpé ici un petit disque avec il y a un film, mais on va pas l'utiliser, on va gagner du temps. Donc on découpe verticalement un petit disque. Donc ici, il a été découpé, et avec cet outil-là qui s'appelle un film, on va pas mettre le film. Et donc, on regarde... Olivier, on peut mettre le film, on n'est pas pressé. Ouais, bon, si tu veux, alors, vas-y. Donc ici, c'est un film qui a été fait sur une mission spatiale. Donc ce sont des particules qui ont été impactées dans un gel. Donc la particule, ce qu'on voit ici, c'est le gel. Voilà, et donc on zoome. Donc la particule est au fond de ce gel. Et donc l'idée, c'est d'étudier cette particule.
Donc l'appareil permet, voilà, donc en image, c'est un MEB classique, mais avec une colonne particulière. Donc ici, il y a un dépôt de platine. Ensuite, on découpe de part et d'autre. C'est ce qu'on est en train de voir. Une lamelle. Donc là, c'est un faisceau d'ion focalisé de gallium qui découpe. Donc c'est quelque chose d'extrêmement petit. Ensuite, on amène une pointe en tungstène. On va souder la coupe. On va la désolidariser de son support. On va la coller sur une grille classique de microscope à transmission. Elle est soudée, on coupe, et puis on va l'amincir pour l'observer ensuite en microscopie électronique. Donc les dimensions, ça fait 10 microns de long, 5 microns de profondeur et 1000 angstroms d'épaisseur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement petit. 100 nanomètres. Merci, Jean. Donc voilà, donc on a fait ça sur notre coquille. Et donc voilà le résultat. Donc ici, on reconnaît, façon de parler. Donc il faut imaginer que le disque a été ici. Donc ça, c'est une tranche du disque. Donc le périostracum est ici. Là, ce périostracum était déposé sur une lamelle de verre. Donc ici, on a le verre. Et puis ici, on a le prisme. Et donc on voit déjà que ce prisme, donc ça, ce sont des clichés de diffraction électronique. Donc vu avec un microscope électronique à transmission. Et donc ce disque est déjà cristallin. Donc là, et si on regarde un peu plus près, on retrouve effectivement les granules, et puis si on zoome encore, on voit bien que ces granules ont une nanoporosité, une microporosité. On a pu observer ces disques directement en microscopie électronique. Ils étaient déposés à plat, donc ils sont ici. Et effectivement, on retrouve les grains à l'intérieur et la petite membrane organique qu'on retrouve. Alors, donc tout à l'heure, je vous ai montré cette photo, et donc il y a des chercheurs qui pensaient que l'organisme fabriquait des moules et puis ensuite déposait la calcite dedans, donc faisait du moulage. En fait, c'est pas vrai. En fait, ce moule, ce qu'on voit ici, là, ces parois, se forment en même temps que se forment les prismes. Donc, elles n'existent pas avant, et l'organisme ne remplit pas ces vides. Et donc, la matière organique, on verra tout à l'heure, on pense qu'il y a un phénomène de démiction, comme ce qui se passe avec l'huile et du vinaigre. La matière organique ne veut pas rentrer. Alors, dernier point, donc, qu'on voyait sur ces prismes. Donc, on a vu les figures concentriques qui montrent qu'effectivement, c'est un réseau de neurones, mais le point qui est singulier au milieu, on s'est posé la question de savoir ce que c'était. Donc, on a découpé toujours une lamelle de fil, et en essayant de passer par ce point singulier. Et en fait, ce point singulier, il est ici. Donc ici, vous avez un prisme, un deuxième prisme ici, ce point particulier qui est ici. Et ce point, en fait, on appelait ça un centre de calcification. C'est le nucléus de tout à l'heure. Et donc, si on regarde en microscopie de façon un peu plus précise, donc ici, on a fait une cartographie chimique. Donc ici, vous avez la couche de platine qui, lorsqu'on fabrique la coupe fine, donc il est ici, et en fait, étonnamment, il ne contient pas de calcium, donc il est organique. Pour autant, c'est lui qui va donner le signal de cristallisation. Et ensuite, on voit qu'il y a des figures un peu comme ça, donc la cristallisation se fait par couche à partir de ce noyau de cristallisation. Bon, on a fait la diffraction. Donc ce noyau est organique et surtout il est amorphe. Pour autant, c'est lui qui va donner le signal de cristallisation. Et puis dessous, on voit bien que c'est cristallin. Donc j'avais un petit film, mais c'est pas grave. Donc il faut imaginer qu'initialement on a des petits points. Ces petits points croissent de façon concentrique. Et puis à un moment donné, quand ils se touchent, on met en place les prismes. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc le pyrrhostracum, les noyaux de cristallisation, le centre de nucléation, et puis dessous vous avez des prismes. Donc maintenant, si on essaye d'avoir un mécanisme complet de formation des prismes, donc on s'est intéressé à cette zone-là. Donc ici vous avez le manteau, et puis la coquille est ici. Et donc la zone de croissance c'est la partie terminale de la coquille. Et donc pour ça,
comment est-ce qu'on arrive à fabriquer des petits granules? En fait, c'est par un phénomène d'exocytose. Donc ça veut dire que c'est la cellule qui fabrique des petites entités, et ces petites entités vont sortir de la cellule, et donc la cellule va excréter une partie ici. Et c'est ce qui va former plus tard les granules. Donc voilà. Donc le périostracum est fabriqué, la cellule a placé les centres de cristallisation, donc ce sont des cellules qui sont différentes, et ensuite, quand cette partie-là arrive face aux cellules du manteau, eh bien ces cellules vont exocyter, ont fabriqué des petits granules, et ces petits granules vont sortir petit à petit. C'est ce qu'on voit là. Et donc ces granules vont être posés contre le noyau de nucléation. Alors tout à l'heure, on a vu que ces granules ont une partie, une membrane organique autour. Donc l'idée qu'on a, c'est de dire qu'à un moment donné, la cellule doit fabriquer, dissoudre cette partie organique, donc une lyse de l'enveloppe. Et une fois que ces granules sont au contact du noyau, eh bien, ils cristallisent, et puis petit à petit, chaque fois que on a une lyse des membranes, eh bien, la cristallisation va se propager petit à petit aux granules qui sont dessous. Et donc, on a ainsi, voilà, donc quand c'est en violet, ça cristallise, et donc comme ça, on va fabriquer les prismes. Une partie de la matière organique est intégrée, mais une partie de la matière organique est repoussée. Et donc, c'est cette partie organique qui va fabriquer, in fine, les membranes. Alors, est-ce que ces granules ont déjà été visualisés dans les cellules de ces lamellimanches? La réponse est non. Pourquoi? Parce que certainement, quand on étudie donc ces cellules, pour les observer en microscopie électronique, il faut faire tout un tas de préparations particulières. Et donc, il est possible que ces préparations dissolvent ces granules. Néanmoins, les dernières études sur l'os, d'accord, donc proposent, ici on le voit ici, donc ce mécanisme d'exocytose à partir de la cellule. Alors d'autres arguments pour dire que c'est certainement ce mécanisme-là, c'est la formation des perles du Pacifique. Donc ça, c'est l'huître dont je vous ai parlé tout à l'heure, Pinctada margaritifera. Donc comment est-ce qu'on fabrique les perles? Donc c'est pas les ostréiculteurs, donc dans le Pacifique. Donc, les gens vont sacrifier une huître et donc vont découper une partie du manteau. Donc c'est la partie distale du manteau. Ensuite, ils vont prendre un nucléus. Donc souvent, c'est de la nacre fabriquée par une autre espèce ce sont des moules d'eau douce. Et donc, ce sont des ouvriers très particuliers qui sont capables de faire ça. Donc ils vont mettre un greffon du manteau sur le nucléus et vont rentrer ça à l'intérieur de l'huître vivante. Et donc petit à petit, l'huître, la partie du manteau, va fabriquer, donc déjà va englober le nucléus et fabriquer la nacre. Et donc ici, une étude assez intéressante où les gens ont obtenu de la nacre, ils ont obtenu une couche prismatique et ils ont obtenu une huître qui contient, qui est recouverte par le périostracum. En fait, ça illustre quoi? Ça veut dire que si on prélève pas la bonne partie du manteau, la partie distale, dans un cas, donc ici ils ont prélevé la bonne zone, donc ça fait la nacre, mais ici ils ont pris la zone distale, donc ça fait la couche prismatique, et ici ils ont prélevé l'endroit où les cellules fabriquent le périostracum, ils ont obtenu le périostracum. Alors, est-ce qu'il existe un modèle ou un exemple où, à partir de granules, on est capable de fabriquer un monocristal? Donc l'exemple ici, c'est un minéral qui s'appelle du rubis. Donc c'est du corindon, c'est Al2O3 qui contient un peu de chrome. Et donc il y a une technique, donc classiquement pour fabriquer du rubis, il faut faire la croissance en bain fondu, donc c'est au moins à 1200 degrés. Et donc il y a une technique particulière inventée par un Français qui s'appelle Verneuil. Et donc cette technique, elle a quoi de particulier? En fait, Verneuil a pris de la poudre qu'il fait tomber ici dans un réservoir qui vibre. Et donc, il fait tomber dans une flamme, ici, donc une flamme à 2700 degrés. Donc ici, on a des petits grains de corindon. En fait, ces grains vont traverser la flamme à 2700 degrés, donc ils vont être fondus. Donc ici, on a des petites gouttes fondues. Et donc, ici, au-dessous, il a placé un germe.
Et donc ces petites gouttes, quand elles touchent le germe, cristallisent, et à la fin, on a un monocristal. Donc, de la même façon, donc on fabrique les prismes de la même façon. Donc ici, on a le périostracum va être fabriqué ici. D'accord? Donc on fabrique le périostracum. Ensuite, d'autres cellules vont placer les germes ici. Et puis, donc ce périostracum avance. Et donc quand ce périostracum avec les germes va passer devant les cellules qui vont fabriquer, qui vont excréter les petits granules, ben, on va faire. Donc d'abord, on a une croissance bidimensionnelle. Ensuite, ben, quand les petits cercles vont se toucher, ben, on met en place les prismes. Et ensuite, on a une croissance qui est tridimensionnelle. D'accord? Donc, ouais, ça ne veut plus marcher. Ah non, c'est là, pardon. Et donc, on fabrique ainsi les prismes verticalement. Donc d'abord, c'est une croissance bidimensionnelle et ensuite, c'est une croissance qui est tridimensionnelle. Donc, en conclusion, l'huître contrôle parfaitement la croissance et un point important, c'est elle contrôle exactement la nucléation. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'est difficile de faire un monocristal. Elle y arrive à tous les coups. Elle se débrouille pour le faire. Et donc la nature a trouvé le moyen de faire de la croissance. Alors c'est un peu étonnant. Ça ressemble violemment à la croissance en bain fondu. Malgré ce, ça se fait à une température de 10 à 20 degrés. Donc c'est pas du tout de la croissance en solution, comme vous allez faire avec les cristaux de sel. C'est une croissance qui se rapproche d'une croissance type bain fondu, classiquement, qui se fait à plus de 1000 degrés. Et donc, la biominéralisation, ça ressemble fortement à la croissance en bain fondu, basse température. Donc, c'est là. Donc, le modèle de dire, c'est la croissance qui se fait en solution, que je vous ai présenté au début, est totalement fausse. C'est pas comme ça que ça marche, clairement. Et donc, une analogie, c'est, il y a deux façons de fabriquer un mur. Donc, soit je fais des petits cristaux que je vais agencer, et donc je fais un mur de parpaing, ou alors, je vais couler quelque chose, donc c'est la partie droite. Donc, en fait, les biominéraux sont fabriqués plutôt de cette façon-là, plutôt que de dire, je fais des tout petits cristaux que je vais agencer dans un second temps. Une autre analogie, c'est le viaduc de Millau. Donc là, les piles du pont, on va dire, c'est le prisme. Et donc, comment est-ce que les gens ont fabriqué ces piles du pont? En fait, l'échafaudage est ici. Et donc, petit à petit, donc on le fait remonter et on coule le béton qui est au milieu. Donc, en fait, on moule et puis ça remonte. Donc, ça ressemble un peu à ce que je vous ai présenté précédemment. Alors, est-ce qu'on peut généraliser ce mécanisme-là? On peut le généraliser à la couche, à l'autre couche des bivalves qu'on appelle la nacre. Donc ici, vous avez la nacre vue dessus et vue sur la tranche. Et en fait, si on regarde bien, on retrouve des petits, alors pas forcément des hexagones, mais on trouve des petits polyèdres ici, avec un point singulier au milieu. Donc la nacre, ça se fait à peu près de la même façon que les couches prismatiques, sauf qu'elle est uniquement bidimensionnelle. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi la croissance stop et fait des prismes extrêmement courts. Donc ici, voilà, donc une nacre avec, on retrouve les prismes, avant qu'ils soient prismatiques, qui sont circulaires. Une autre façon, est-ce que ça peut être généralisé? Ici, c'est un œuf, et c'est un œuf de dinosaure. Donc on voit ici qu'on retrouve exactement un réseau de Voronoi. Pareil, ça c'est un œuf de poule, et on devine ici les prismes. Donc on connaît la structure d'un œuf, hein. Ici c'est l'intérieur de l'œuf, et donc ce sont des prismes avec ici le début de la cristallisation. C'est constitué de granules qui font moins de 100 nanomètres. En fait, ce qui est rigolo ici, c'est si on attaque la coquille d'œuf avec de l'eau oxygénée, on va dissoudre la partie organique, et en fait, ici, vous aviez le noyau de nucléation qui est ici. Alors dans le cas de l'œuf, dans le cas de l'huître, le manteau bouge et la coquille est fixe, alors que dans le cas de l'œuf, en fait, les cellules minéralisatrices sont fixes. Et en fait, c'est l'œuf qui bouge. Donc en descendant, l'œuf passe devant les cellules qui vont extraiter les granules, et donc l'œuf, la coquille d'œuf se forme de la sorte. Est-ce qu'on peut généraliser à d'autres organismes? En fait, oui, parce que ici c'est une éponge et on retrouve les petits granules. Si on regarde
des coraux, des cnidaires. Ici, donc, on retrouve aussi les granules qui ont toujours à peu près les mêmes tailles. Ça, c'est une autre espèce de corail. Les mollusques, donc on a vu les bivalves. Ici, vous avez un céphalopode, donc c'est un outil. On retrouve aussi des granules. Ici, c'est un Aliotis, donc c'est de la nacre, donc pareil, on va retrouver les granules ici aussi. Ça, c'est la même chose. Les oursins, donc ici, c'est un piquant d'oursin, et si on casse un piquant d'oursin, on retrouve aussi des granules. En microscopie électronique, et ça, c'est un otolithe. Donc, ce sont les poissons qui ont un organe qui permet de s'orienter, c'est un organe de pression. Et donc, on retrouve, pareil, les granules. Et ça, c'est une donne de lait de ma fille. Voilà. Donc, les os, c'est connu, et effectivement, on retrouve aussi les granules. Je vous remercie. C'est bon? Oui, c'est bon. Je pense que Jean va reprendre la parole. On l'a perdu. Bon. Oui, merci Olivier. Ah, ça y est, alors j'ai mon retour. Ouais, Evelyne, il y a le son qui double là. Evelyne? Oui. On peut faire quelque chose là pour l'écho. Oui. En fait, on a perdu le Jabra. Hop. Ah. Je sais pas pourquoi le Jabra s'est perdu. Excuse-moi. Ça va là? Oui. Ah non, je l'ai toujours. Oui, c'est bon. Alors Olivier, on a quand même 2-3 questions à te poser. N'hésitez pas, hein, les classes qui donc êtes là à poser vos questions dans le chat. Il y a une question très générale sur l'effet du réchauffement climatique et de l'acidification. Est-ce que du coup ça a un impact sur la formation justement des coquilles? Ouais. Donc je vais un peu pourquoi. J'ai montré tout à l'heure que les océans sont sursaturés vis-à-vis de la calcite et de l'argonite. Et donc en fait, quand les gens parlent d'acidification des océans, l'idée qui est derrière, c'est de dire si je prends effectivement de la calcite et que je mets de l'acide chlorhydrique dessus, je le dissous. D'accord? Or, effectivement, les océans ont tendance à s'acidifier, mais ils restent néanmoins sursaturés vis-à-vis de la calcite et de l'aragonite. D'accord? Ça veut dire que la limite de compensation dont j'ai parlé, qui est à 4500 mètres de profondeur, est en train de remonter un peu, mais un peu. Ça veut dire qu'en clair, elle n'arrive pas à la surface des océans. Donc les océans sont toujours sursaturés, ce qui veut dire que si je mets de la calcite dans l'océan, dans l'eau de mer, en fait, elle va pousser, elle se dissout pas. Alors effectivement, les effets de l'acidification perturbent la formation, perturbent la façon dont les organismes vivants fabriquent les coquilles. D'accord? Mais c'est pas les coquilles, effectivement, on constate qu'elles sont moins bien formées, mais c'est pas directement l'impact de l'eau de mer dessus. C'est qu'on perturbe la façon dont l'organisme vivant, donc le processus cellulaire, pour fabriquer la coquille. Le centre de calcification. Non, en fait, je pense qu'on perturbe la physiologie de la bestiole. On n'a pas entendu la question d'Evelyne. C'était quoi sa question? Je me demandais si c'était le centre de calcification qui était perturbé. Non, c'est le mécanisme de l'exocytose, je pense. C'est le mécanisme de l'exocytose ou ce qu'il y a à l'intérieur des granules. Voilà. Mais les organismes vivants, l'eau de mer, en fait, reste sursaturée, malgré le fait que ça s'acidifie, quoi. En fait, ce qui fait qu'un cristal se dissout ou pas, c'est cette limite de saturation. Voilà. Donc pour l'instant, c'est sursaturé. D'accord. Et on ne constate pas d'adaptation des mollusques, par exemple, par rapport à ces transformations du milieu? Non, après, il y a d'autres phénomènes. Par exemple, le blanchiment des coraux. Donc les coraux fabriquent un squelette en aragonite. En fait, ils sont perturbés de façon indirecte parce qu'en fait, ils vivent en symbiote avec des algues. Et en fait, ce sont les algues qui désertent, qui s'en vont.
Donc les polypiers, les coraux meurent. Mais c'est parce que l'eau devient trop chaude ou ces algues, donc ces zooxanthelles, sont perturbées. Et donc c'est parce que les zooxanthelles s'en vont que le corail est perturbé. Donc c'est souvent indirect en fait. Donc l'effet de l'acidification, c'est pas je prends ma coquille, elle se dissout parce que c'est acide. Non. Ça perturbe le mode de formation, quoi, voilà. Très bien. Est-ce que tu peux revenir sur la notion de démixion et la réexpliquer? L'image qu'on peut avoir, c'est l'huile et le vinaigre. Donc quand on l'agite, si on fait une vinaigrette, en fait, les deux liquides sont pas miscibles, mais on pourrait imaginer qu'à un moment donné, on les mixe de façon parfaite. Et en fait, quand on arrête d'agiter, eh bien, comme le vinaigre n'aime pas l'huile, on va avoir des tout petits yeux de vinaigre, et puis petit à petit, si on laisse reposer la sauce, eh bien, au bout d'un moment, on aura juste une partie qui contient du vinaigre et une partie qui contient de l'huile. Ouais, le pastis ou. C'est une démixion. Oui. Ouais, sauf que tu t'amuses jamais à remixer. Si, on peut le faire. Si on met un peu de liquide vaisselle dans le pastis, il redevient transparent. Je vous invite à le faire, mais pas à le boire. Ah, pardon. Eh ben, donc l'huile et le vinaigre. L'huile et le vinaigre, c'était bien. Oui. Moi, je préfère l'huile et le vinaigre que l'alcool. Hein. C'est pas conseillé pour la bonne santé. Voilà. Alors, c'est pas un super exemple parce que quand on les mélange, ils se mixent pas. Voilà. Mais c'est ce mécanisme-là, quoi. Donc après, on va minimiser l'énergie de surface. Et voilà. Donc à la fin, la surface est plus petite que quand on a plein de petits yeux, quoi. C'est ce phénomène-là, quoi. Ça veut dire qu'il y a deux milieux qui s'aiment pas et petit à petit ils vont se séparer. C'est ça que ça veut dire. Donc une partie de la partie organique dans les granules a tendance à sortir et fabriquer ces membranes. D'accord. Et il y a des vitesses. On a une. Non. C'est aléatoire, c'est ça? Non, je pense pas. Mais après les vitesses de pousse des coquilles, ça dépend des organismes. Pinanobilis, je sais plus, c'est le centimètre par mois, ça va relativement vite. Ça dépend des organismes en fait. Et puis les organismes ne fabriquent pas tout le temps leurs coquilles. Par exemple, les huîtres, c'est certains mois de l'année, quoi. Et puis en plus, dès qu'une huître va être ouverte, en fait, elle rétracte son manteau et du coup, elle va casser le bord de sa coquille. D'accord. Il y avait une question sur les aspects génétiques là, de la fabrication de ces granules. Il y a eu des études faites là-dessus, non? Non, pas à ma connaissance, quoi. Ok. Non. Non, mais c'est intéressant. Et alors, justement, là, c'est une question personnelle, mais pourquoi faut-il qu'il y ait une variété spécifique d'huîtres pour produire des perles? Parce qu'après tout, si j'ai bien compris, ce mécanisme, il est propre à toutes les huîtres, non? Il y a beaucoup de lamelles blanches qui fabriquent des perles, soit naturellement. Après, effectivement, pourquoi on a pris dans le Pacifique, ils prennent Pinctada margaritifera. Ouais. En fait, le bord du manteau est noir et c'est lui qui va donner la couleur des perles qui sont plutôt grises. Donc en fait, ça dépend des endroits. Par exemple, les Japonais font plutôt des perles jaunes. Donc c'est une autre espèce de Pinctada. Après, naturellement, les huîtres fabriquent des perles. C'est ce qu'on appelle les perles fines. Mais ça n'existe plus. Il y en a presque plus sur le marché, quoi. La plupart des perles qu'on trouve à l'heure actuelle sont des perles de culture. D'accord. Et les variétés donc qu'on retrouve dans l'assiette, elles ont pas cette propriété là de produire Si, elles peuvent. Si. Mais je pense que c'est les statistiques, je ne sais pas, mais c'est 1 sur 1 million ou. D'accord. Historiquement, c'est comme ça qu'on trouvait des perles. Effectivement. Okay. Et des fois, quand on mange des huîtres, si on regarde bien sous le manteau, on voit des protubérances. Et souvent, ces protubérances, c'est des débuts, quoi. Alors, l'idée, c'est de dire, la perle, l'huître a ingéré. Il y a un grain de sable qui est rentré, et puis, elle fabrique l'équivalent de la coquille autour, quoi. C'est ça un peu le. Ouais, le germe est constitué. Voilà, c'est plutôt. Alors,
C'est pas toujours vrai, ça. Ouais, c'est plutôt une idée reçue, mais bon, voilà. J'ai une question. En fait, je fais le rapport avec les chercheuses d'huîtres, par exemple au Japon, qui allaient en fait dans le fond. Comment elles localisaient, est-ce que tu sais comment elles localisaient tel type d'huître, ou tu connais un peu le truc? Ouais, elles allaient en apnée. Oui. Je sais pas si vous avez donné la question. Il faudrait répéter la question, oui. Proche-toi du Jamal. Non, en fait, je suis Joseph, je suis un des artistes, et je me posais la question sur les chercheuses d'huîtres au Japon, qui du coup partaient en fait très profondément en apnée. Donc elles avaient développé une pratique particulière d'apnée où elles allaient en fait, je demandais à Jean, c'est ça, hein, Olivier, comment on pouvait reconnaître certains types d'huîtres sans forcément les ouvrir. Ah, pour savoir quelle huître, je pense que non, tu vois pas. Tu vois pas, bah, non, c'est ça. Non, je pense qu'à ramasser. Ouais, je pense qu'à ramasser, puis après. Mais extérieurement, tu sais pas si une huître. Non. Pas, c'est vraiment les souvent. Ouais. Et donc dans les fermes perlières dans le Pacifique, en fait, ils les ouvrent délicatement. Et ensuite, ils vont chercher la perle. Donc une fois qu'elle est formée, et dans certaines conditions, ils peuvent remettre un autre germe. Donc, c'est ça, mais quand tu dis germe, c'est sur un grain de sable. Non. À l'heure actuelle, c'est des petites perles, plus petites, qui sont déjà en nacre, qui sont formées avec des coquilles alors souvent c'est des huîtres, c'est des moules d'eau douce qui ont des coquilles assez épaisses. Donc on usine dedans des petites perles, et ensuite ces petites perles, donc on ouvre l'huître, on met dedans, et on ferme. On est sûr d'avoir une perle. Ouais, alors après des fois, bon. Elles sont plus ou moins bien formées, il faut que le manteau soit bien mis au milieu, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Mais, et puis là, ça, je crois, 2-3 ans. Donc, tu as une surcroissance qui fait, je crois, moins d'1 millimètre. Donc après, ils l'enlèvent, et puis ils peuvent en remettre une autre à la place. Donc souvent, ils peuvent faire ça 2-3 fois. Voilà. Non, c'est vraiment extrêmement technique pendant très longtemps dans le Pacifique. Donc les fermes françaises du Pacifique, ils importaient des ouvriers spécialisés japonais. Donc il y avait la technicité quoi, pour faire ça. Quoi. Même pour l'utilisation de l'ANAC, par exemple, pour certains meubles, en art, en artisanat, par exemple, on utilise l'ANAC pour... Bah là, c'est l'ANAC qui est utilisé, c'est juste tu vas prendre des coquillages qui en forment beaucoup, et puis bah tu l'usines, quoi, tu les Ouais. Et on sait depuis quand, justement, l'espèce humaine exploite cette faculté des huîtres à produire des perles? On a une idée historiquement? C'est les Japonais, les premiers, ça c'est sûr. Ouais. Pas si longtemps que ça. Quoi, oui, peut-être un siècle. Mais non, c'est les Japonais, ça c'est sûr. Oui, c'est récent en fait. Ouais, je pense que c'est récent. Ouais. Au début, les perles étaient, effectivement, les gens ramassaient des huîtres, regardaient dedans, puis il y avait une perle. Donc ça, c'est les perles fines. Et maintenant, c'est les perles de culture. Ouais, je dirais moins d'un siècle.